Catherine, suis-moi jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ma folie. Serge Gainsbourg, Anna Karina. J'habite un quartier plein de peintres qui réfléchissent, dont pas beaucoup de librairies dans les coins. Il y en a deux. J'avais commencé par la plus grande, mais elle semblait tenue par des peintres qui réfléchissent. C'était la crèche et le supermarché à la fois. J'ai fini par faire des passages sur la plus étroite, tenus par des vieilles personnes. Le temps restait inchangé. Ce n'est pas cela qu'on appelle une librairie aujourd'hui. On parle de Deleuze comme si c'était encore une jeune promesse confuse qu'il faut suivre de près dans ses citations. Par pudeur, je n'achète pas chez eux. Je ne veux gêner leur intimité avec mes choix. Je commande par la poste. Quand instantanément je pense à un titre. Des livres abîmés qui arrivent de Miami, de Nouvelle-Zélande, de Londres, même d'Allemagne, parfois soulignés. Comme je suis dévot de Catherine d'Alexandrie, et par là de toutes les Catherines, et que j'avais déjà les dialogues de Catherine de Sienne qui parlent de sang et de larmes, j'ai fait une commande massive de livres russes de Catherine Malabou, Catherine Clément et Catherine de Gênes. C'est les traités du purgatoire de cette dernière qui m'a le plus obsédé, visiblement un synopsis du vrai livre, rédigé par des évangélisateurs contemporains. Quoique cela rende compte de la fonction utilitaire du livre à présent, lecture pieuse autour de la mort à prescrire à l'hôpital, et que cela ne manque pas d'intérêt. Le livre semble inapte à un usage érudit. Je l'ai considéré dans mes mains à son arrivée quand j'ai perçu qu'il avait une vieille tache de sang et à l'ouvrir, une allumette à la page 33 enfouie dans la brochure. De Catherine Clément, j'ai évité les romans, œuvres circonstancielles. J'ai lu son livre de dialogue avec Toby Nathan. Et je commence à lire sa promenade avec le dieu des Landes. J'ai aussi un que sais-je sur Claude Lévi-Strauss. Le que sais-je a nourri de bon lait mon actuelle vision du monde et du réel, quand il s'est fait à travers elle la réflexion du lien entre les clowns travestis et les cannibales, et le dialogue qui constitue les divans et les gris-gris nous donne un profil de psychanalyste renégat et grand théoricien de l'ouverture de la psychologie au tiers-monde aujourd'hui exilé en Israël. Quand j'arrivais chez des amis Saoula, ils avaient besoin de s'allumer un joint pour m'écouter parler. J'ai toujours été compliqué. Donc expliquer ce que les Catherine me produisent peut me prendre plusieurs pages et je m'excuse par avance. D'abord, il faut que je les relise tous ces livres, ce qui va retarder mon récit,
puisqu'il y a une valeur secrète dans les prénoms de Catherine que je devrais éviter de dévoiler. Sainte Catherine d'Alexandrie, qui porte une couronne d'or dans les fresques italiennes, a été exécutée en représailles de la mort de la philosophe païenne Hypatia, subissant une mise à mort qui mettait en scène les circonstances de l'assassinat de la philosophe, qui était aussi citadine d'Alexandrie. Il semblerait que toutes deux ont été des écrivains. À une époque, ce qu'on pourrait dire mon époque adamique, j'avais l'habitude d'être toujours nu à la maison. Actuellement, puisque je suis en constante communication avec le tout Paris par ADSL, je m'habille trendy toute la journée. C'est pour cela que je n'ai pas de pudeur particulière à parler de la philosophe du moment, Catherine Malabou. Elle a écrit chez Léo Cher d'ailleurs, comme moi. Dis donc, pour l'autre Catherine, Catherine Millet, depuis plus d'une semaine, j'ai sur la commode debout l'édition poche de sa vie sexuelle. Quand j'écris, je regarde à gauche sa photo toute nue et ça me remonte le moral. Quel péché pourrait m'envoyer en enfer pour ce que j'ai besoin d'une allumette pour me brûler du feu du purgatoire, afin de pouvoir accéder à la gloire. Cette allumette entre les pages du livre m'a d'abord semblé une invitation au suicide, mais venant d'une source pieuse, je ne devais pas m'angoisser, sinon tirer un autre usage pour elle. Il me faudrait méditer longuement de ce feu à allumer, sorti du livre. Contrer l'action du Saint-Esprit était à la catéchèse l'unique péché que les prêtres n'étaient pas autorisés à pardonner. S'agissait-il d'une simple forme de blasphème? J'avais tendance à me dire tous les péchés sauf celui-là. Mais aujourd'hui que j'ai assidûment pratiqué le blasphème dans une bonne partie de ses déclinaisons, y compris ma propre invention, j'ai tendance à croire qu'il s'agit d'un péché métaphysique, pratiquement inconscient. Du feu pour l'avenir et une tache de sang. Le sang est l'objet qui opère aussi la rédemption. À l'Atlantide, dans la fête sacrificielle annuelle, l'on buvait en commun le sang d'un taureau. Il est purification et souillure en même temps, le sang. Évidemment, je ne tombe plus dans des délires pour croire que le sang sur le livre puisse m'envelopper dans une histoire de crime à l'autre bout du monde. Je pense à cette tache de sang plutôt comme un signe magique, tel les chants de la corneille. Mais ça fait longtemps que je me devais de lire plus attentivement l'échange Heidegger, sous-titré du fantastique en philosophie de Catherine Malabou, acheté à la stagiaire de Léo Cher ou à l'une d'entre elles, et voici qu'arrive par la poste la plasticité au soir de l'écriture, sous-titré dialectique, destruction, déconstruction. Aussi de chez Léo Cher, plus léger, plus fantaisiste que l'échange Heidegger. Puis, que faire de notre cerveau, dont la couverture signale à notre public que c'est livre à tradition européenne. Je me souviens du jour où j'ai acheté le premier livre d'elle. Lorsque la stagiaire me dit qu'elle ne savait pas faire marcher les paiements par carte ou qu'elle n'avait pas de machine,
et qu'au moment de payer de mon seul billet de 20 € et de lui demander qu'elle m'envoie une facture pour la TVA à mon adresse, j'ai fait avec elle le tour de la galerie d'art pour aller feuilleter Fresh Theory. Elle a commenté, mais vous allez lire ce pavé? Moi, convaincu de l'importance de Catherine Malabou, j'ai fait un geste affirmatif et décidé. Tout à longueur de phrases, elle est éveillée à son sujet philosophique, à l'auteur, ce qui fait qu'on survole vraiment en ampleur les champs de l'histoire comme chez un classique. Par ailleurs, les livres populaires EBA se laissent relire à l'infini. J'ai connu la mère de mon fils parce que je suis allé dans une exposition qu'elle faisait dans un vieux palais appartenant à l'université et je lui ai acheté une petite œuvre, une âme du purgatoire, peinte entre des flammes et portant une chaîne brisée au poignet, les bras levés vers le ciel. Je n'avais pas d'argent au moment d'emporter l'œuvre et je lui ai promis de repasser. La confiance qu'elle m'accordait me déroutait. Compte tenu du caractère magique de la plupart de ses œuvres, empreintes de santeria afro-américaine, avec une optique postmoderne mais visionnaire, j'ai fini par être convaincu qu'elle avait des pouvoirs et que je ne devais pas tarder à passer la voir pour lui payer le prix de l'œuvre. J'étais en familiarité, donc, depuis pas mal d'années avec les âmes du purgatoire. Vient-il d'un hôpital, le bouquin de Sainte Catherine? S'agit-il avec ces signes d'une sorte de magie canonique? Je me suis toujours demandé pourquoi les papes n'agissaient pas en égard de moi. Les cardinaux et évêques ne comptent pas pour moi. J'ai pensé à chaque blasphème dans mes œuvres que les papes lui-même allaient réagir. Et j'ai préparé mes réponses d'une tonalité messianique. Il faut dire que j'ai été brute. À Barcelone, j'ai connu une Catherine brune aux cheveux longs, très Juliette Gréco. Quoique je lise en autofiction de qu'il s'agit des protagonistes féminines, je vois cette Catherine en train de boire du rhum avec moi à la cuisine. C'était une année où je n'avais pas d'argent et pas d'atelier. Je ne peignais plus, juste je dessinais et j'écrivais. La crème du régime. Paris, du 7 au 8 juin 2008. Chers messieurs, avoir l'entendement occupé et troublé par une concurrence des produits pharmaceutiques laisse devant écrire une persistante amertume, l'arrière-goût d'une impuissance. Si forte est la médecine que l'on sent qu'on fait partie d'une communauté soumise à un certain esclavage. Il arrive que 6 de mes romans viennent d'être publiés entre Paris et l'Espagne dans ma langue espagnole natale et qu'il existe un quiproquo linguistique à propos du mot crème. En tout cas, j'éclaircis ma voix pour m'adresser à vous du fond de mon cœur et vous signaler qu'au nom de la normalité,
ont été commises les plus froides perversités du XXe siècle. Mais je répète un discours entendu quelque part, et je voudrais une plus grande intimité avec vous. Sachant la position de la disqualification, celle de gauche, plus réputée que le non-lieu d'une pensée de droite, du moins en France, P doit nonobstant, par la qualité de son travail haut placé, s'avérer une tête de droite. Il serait malhonnête d'être dans des grosses affaires et de lire Trotsky ou Bakounine. En tout cas, les mettre en exergue parce que P les lit, les merles, les moineaux et les corneilles chantent. C'est le tout début du matin et je n'ai pas pu dormir. Le soir, je me suis laissé inviter à un poulet tandoori et un agneau madras. Ma curiosité me fait sentir forcé de fournir aussi à l'autre une pâture au vouloir savoir plus. Donc P et moi avons échangé des repères bibliographiques et des résumés oraux de toute une correspondance de livres. J'ai eu droit à un résumé graphique de la théorie de la justice de Rawls, qui m'a ouvert les yeux sur ce qui se passe dans la sociologie du travail. Lui a eu droit à un rapport sur deux philosophes espagnols et leurs lecteurs, à découvrir l'un de droite, l'autre anarchiste, Ignacio Gómez de Liaño et Agustín García Calvo. Et dans les mêmes lots, je lui ai fait remarquer une promesse d'avenir, la seule pour la pensée française en vision internationale, Catherine Malabou, dont j'ai un livre rouge et relié sur Heidegger, édité par Léo Cher. Je n'ai pas lu en entier l'œuvre de Heidegger, même pas celle de Nietzsche. Je suis juste un peintre. Mais il me semble que si on les regarde en tant que penseurs de la gauche, ce qu'ils nous font comprendre, c'est le besoin d'un succédané ou simulacre de ce qu'était la métaphysique. Ils nous parlent du besoin de l'image, soit-il pour la désoccultation d'une vérité ou pour l'éternel retour. Je viens de chez les médecins pour qu'ils me prescrivent une crème. Dans la salle d'attente très en proie à la nuit, j'ai lu Carcopino, l'érudit de l'Antiquité du début du XXe siècle, qui évoqua en passant, à propos du culte d'Atis et Cybèle, les dons par un collectionneur à l'empereur d'un tableau de Parrhasios représentant un couple coté à 1 million de sesterces, monnaie forte comme l'euro. Il dit qu'il n'y a pas de preuves, sinon qu'il est dit qu'elle est généreuse de sa bouche avec son mari. Mais il laisse glisser qu'il pourrait s'agir d'une fellatrix. Je me suis souvenu des 6 romans publiés en espagnol d'un seul coup. Le mot crème y apparaît 3 fois. Carcopino, après avoir parlé d'une fellatrix dans une note en bas de page en petits caractères, nous montre une planche tout autre, avec une reconstitution linéaire de ce qu'aurait pu être le tableau plus convenable
le moment préalable à un baiser sur la bouche, tous deux assis et à moitié recouverts de drapés. J'ai pensé en toute justice que j'avais engagé une manœuvre sur mes 6 romans d'autofiction, les mots crème répétés 3 fois, au seul endroit où un autre mot avait fait émergence, qui était comparable au travail de Carcopino, rendant l'image offerte belle. Je veux exhiber devant vous les gestes complets, en flashback, de tout un travail d'autocensure, en délivré comme ça un double jeu, tendant à projeter plus loin l'étendue de mes mises en abîme, à travers l'aveu retardé de ce qu'on a voulu taire, et à travers l'épuisement des conséquences esthétiques de l'image soumise à censure via un déguisement en toute autre chose. Aurais-je été un lecteur fervent de la première page du degré zéro de l'écriture, j'aurais considéré un devoir la dissémination triple du mot merde. Un devoir de sel littéraire. Je me serais identifié à Marat, héros révolutionnaire malade de la peau, suite à s'être caché dans une cloaque, et dont le sacrifice pour le peuple est sujet christique d'un chef-d'œuvre de la peinture. Marat serait mort une fois dans les cloaques et une deuxième fois dans la pulchritude d'une baignoire. Quant à moi, je me réservais une nouvelle descente dans l'écriture par la restitution d'une ambiguïté. Il est question de guérison dans tout l'ensemble des 6 romans espagnols et en opérant en cataplasme. L'ancien mot de merde peut très bien être remplacé sans la moindre surprise par le mot crème dans 2 de ses apparitions. La vieille médecine rebutante est remplacée par une plaisante médecine aseptique. Mais l'équivalence est tout autre dans la 3e apparition du mot fondateur. La 3e fois, le mot apparaît au sens figuré et le substitut crème a justement un sens figuré dans le même domaine qui est antagoniste jusqu'à un certain point. Et ce point est la désuétude, pour des raisons politiques, du sens figuré de crème. Dans mon enfance, crème et fleur désignaient l'élite intellectuelle du régime de Franco, des futurs prêtres ou des poètes ou journalistes à Madrid, mais aussi dans chaque ville de province, il y avait une crème du régime. Ce qui, dans la description d'orgie, était passé à désigner une molle situation de cosmétiques sentant le soft-core, était aussi devenu une aigre douce ironie, sans changer d'une virgule, concernant les milieux politico-artistiques dans lesquels les courtisans des provinces espagnoles voudraient prospérer. Revenons maintenant aux 2 endroits où le mot faisait éclosion dans son sens littéral, physiologique. Il est d'ailleurs curieux que je sois encore une personne chez qui les mots forts ne sert pas d'appui au discours et n'est presque jamais utilisé pour rendre le dialogue plus vraisemblable. De là que l'apparition du mot désignant la chose même, dans des jeux dionysiaques fut extrêmement plastique et me faisait risquer une gestalt trop forte de mon ensemble de romans. Je racontais 2 jeux de sexe en groupe dans lesquels d'abord l'on faisait tout simplement caca à un endroit destiné à faire l'amour dans le premier cas, et des jeux sexuels en groupe où le narrateur était enduit avec les caca des femmes présentes
dans le deuxième cas. Une bonne raison pour changer les mots par un autre qui n'est pas synonyme est ce qui était raconté de passer mon vécu, du moins jusqu'à présent. La situation ne s'était pas produite telle qu'elle était racontée, mais il existait le précédent d'une autre sécrétion investie par ma libido et par ailleurs rendue visible dans mes tableaux d'épiceuse, l'urine. Par ce biais de proximité s'était introduite dans mon récit la crème. Si mon vécu avait déjà intégré, ne soit-il qu'à certaines occasions l'urine dans les jeux de couple, le jeu orgiastique futurible consigné à ce titre dans l'autofiction devait aller plus loin, franchir encore un seuil. Cela semblait une nécessité automatique du vraisemblable. Une fatalité qui pouvait aller même à rebours de mon imagination ou désir. Serait-elle aussi plaisante l'évocation de la merde que celle de l'urine féminine? Il ne me restait qu'à regarder en voyant mes propres images. Et j'ai trouvé la merde vieillissante par rapport à l'urine, une sorte de libido final et théâtral, quelque chose qui dépassait l'âge de l'auteur de ces romans. Ne soit-il écrit que tout au long de 12 ans, cycle zodiacal complet chez les Chinois. Il fallait encore 1 ou 2 cycles de 12 ans pour restituer les mots et lui accorder une musique propre. Encore dans la trentaine, quoique finissante, je restais solitaire et l'on pourrait traiter de fuites mes fantasmes d'urine, mais la dimension de la merde était collective, ne pouvait rebondir que sur la réussite ou le vent des foules, que sur les combles de la délivrance de tout besoin. Il fallait, sans renoncer à l'écriture prophétique, exprimer cette demande extrême de réussite par un mot, désignant une substance intermédiaire pouvant occuper la place du pas encore voulu, une substance que l'on pouvait marchander dans la lecture, la crème au lieu de la merde. Une explication valable est le besoin masochiste décelé par une humiliation physique non mutilante et sans effusion de sang ni apparition de bleu, tout nouveau couple. De là qu'à la longue s'impose le rêve d'un couple idéal, solaire, une sorte de fontaine de jouvence qui, l'urine appartenant à des couples passés ou contemporains, serait donnée par la découverte de la merde. Sigmund Freud, les psychanalystes Jacques Lacan, les textes de Jung sur le yoga sont tous convenants soit sur la valeur économique de l'excrétion, soit sur son lien profond au monde. Je pense que j'ai opéré une sublimation et une illusion magnifique en changeant les mots. Je me suis purifié, j'ai purifié mon avenir, celui de mes lecteurs et de ceux qui vont venir voir ma peinture. Il reste un tableau où il est question de jouvence et de fécalité, d'Art Simonetta, un profil sur grand format, mais à propos de celui-ci, mes mots sont propres petits. Et il vient à être dans Pranayama Impérial, le dernier livre, l'ouverture vers ce qui reste à dire et à vivre. Je pense que je serai toujours ravi que les femmes de mon choix, soient-elles jeunes ou mûres, viennent uriner sur moi de temps à autre, mais que je viens exercer l'autocensure parce que je
parce que ça me rassure plutôt de prévoir des jeux innocents et des caresses avec de la crème solaire ou un autre cosmétique. Quant aux critiques d'art et politique de Valence, j'en ai comme si un portrait mis en abîme, qui restera plus que les pamphlets de n'importe quel autre espagnol, ayant appris le symbolisme de la mer des hommes pour voir dans les rêves. Tous les soirs, avant de m'endormir complètement, je me plaisais à visualiser les merdes les plus variées. Noirâtre, jaunâtre, molle ou dure, la couleur marron en train de gagner du terrain partout. J'associais cela avec une ardente envie de gagner de l'argent. J'avais appris les mantras de Lakshmi, déesse généreuse, dispensatrice de richesses. Quoique Bhartrihari dit qu'on ne peut pas servir à deux seigneurs, je disais tantôt le mantra de l'argent, tantôt celui de la cesse. Et dans mes ablutions de cannelle que je connais à travers la santeria sud-américaine, je me lavais avec l'infusion plutôt en demande d'amour, et il arrivait que l'argent venait aussi. D'ailleurs, les taches sur la peau par lesquelles je suis allé ce matin chez les médecins doivent être plutôt dues à cette cannelle de Belleville, qu'aux rares jeux érotiques que je viens d'évoquer. Et le stress, ça compte. Ce qui me captivait, c'était d'être arrivé à la fois jusqu'au but des deux chemins. Mon premier livre, par Ève Livet, était connu de personnes que je voulais. Quand elle me rencontre dans un événement, elle me serre la main. Je suis invité souvent un peu partout. Je connais de grands restaurants. Et dans l'autre main, je tiens le lotus de la solitude, qui veut dire indépendance. Personne n'ose me prier d'émettre une opinion, de même que je reste mystérieux. L'autre jour, une belle Allemande m'a lavé et massé les cheveux aux Champs-Élysées pour 50 €. Et j'ai dîné un soir rue de Rivoli avec une jeune femme norvégienne qui s'amusait à me prendre en photo. Après viennent, comme des images de fantaisie, tout un cours de jeunes femmes, pour la plupart blondes, aux cheveux longs, en sautant nues dans la campagne comme dans un jardin de damites. Je vois des tournesols, des moulins à vent, des chaînes à âne quelque part, des appareils de tournage, et sur la mer dans liberté, un escarabée de la couleur du caviar. C'est tout ce que je peux dire. Un exercice narcissique refermant le travail d'escamotage, investissant à messieurs le mot crème de toute l'imprononçabilité du mot originel. Je me suis trouvé à la douche, en pleine révision des textes pour être publiés, à déposer ma merde sur mes deux mains et l'approcher de ma voûte pour ensuite, reconnu, la laisser tomber dans son WC. Quelles sont les conséquences de ce flux de pensées partagées? À vous, messieurs, de répondre et de répandre les rumeurs opportunes. Bien amicalement, Manuel Montero.